Salut à vous, on va maintenant entamer la suite du cours de débit cardiaque. Maintenant on va commencer par la déterminante du débit cardiaque, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui peuvent jouer sur une augmentation ou une diminution de débit cardiaque. Alors, puisque le débit cardiaque égale à la fréquence cardiaque multipliée par le volume d'éjection systolique, alors les déterminants de la fréquence cardiaque et même de volume d'éjection systolique ce sont enfin des déterminants de débit cardiaque. On va commencer par les déterminants de la fréquence cardiaque. Les modifications de la fréquence cardiaque sont liées principalement à des mécanismes nerveux, c'est-à-dire le système nerveux végétatif, représenté par le système sympathique à travers son neuromédiateur qui est la noradrénaline. Il permet d'augmentation de dépolarisation de nœuds sinusales, c'est-à-dire il va diminuer le seuil de dépolarisation et il va permettre d'atteindre le seuil de dépolarisation plus rapidement, c'est-à-dire on ne va pas nécessiter beaucoup d'énergie ou beaucoup de dépolarisation pour donner un potentiel d'action. Ça va augmenter la fréquence cardiaque. Alors, encore, c'est pas seulement la noradrénaline qui peut augmenter la fréquence, mais encore l'adrénaline, libérée cette fois par l'amidulose sérénale. Enfin, c'est un catécholamine de stress qui va servir à augmenter et à donner un effet chronotrope positif, c'est-à-dire augmentation de la fréquence. Le système parasympathique, c'est le contraire. Son médiateur, c'est l'acétylcholine. Il permet de diminuer la fréquence cardiaque. Et enfin, c'est le frein vagal qui permet d'ajuster la fréquence et de diminuer de 120 à 140 battements par minute à 75 battements par minute. Pas ça seulement, on peut avoir encore des catécholamines circulants qui peuvent augmenter ou diminuer le débit cardiaque, ainsi que certaines hormones telles que les hormones thyroïdiennes augmentent le débit. Les métaboliques, la température et la digestion jouent encore un rôle sur le débit cardiaque. On va parler de ça à la fin. L'augmentation isolée, oui, c'est très important de connaître ça. Puisque le débit cardiaque égale à la fréquence d'éjection systolique, le volume d'éjection systolique multiplié par la fréquence, toute une augmentation isolée, c'est-à-dire seulement la fréquence cardiaque, elle va augmenter ou diminuer, n'entraîne pas nécessairement une diminution ou une augmentation de débit cardiaque. Parce que ça, encore, mettre en jeu le volume d'éjection systolique. C'est pour augmenter le débit cardiaque, enfin, on doit augmenter les deux, le volume d'éjection systolique et la fréquence cardiaque. Par exemple, si le volume d'éjection systolique diminue et la fréquence augmente, et, par exemple dans les cas hémorragiques, etc., ça va provoquer un problème de débit cardiaque. Le débit cardiaque n'augmente pas. Alors, ce n'est pas une solution d'augmenter la fréquence en cas d'une diminution de la volémie, alors d'une diminution de volume d'éjection systolique. Déterminant du volume d'éjection systolique. Maintenant, le volume d'éjection systolique varie en fonction de 3 paramètres: la contractilité, force de contraction, la post-charge et la précharge. Enfin, les mécanismes intrinsèques où la force de contraction sera régulée par des mécanismes intrinsèques, c'est-à-dire sont propres aux muscles. C'est cette nature histologique de muscles cardiaques qui détermine cette force. Il y a extrinsèque, c'est l'intervention du genre de système nerveux autonome, médicaments, etc. On va commencer par le premier terme qui est la précharge. Il est très important de comprendre ces termes-là. Elle correspond au sang qui entre dans le ventricule avant la contraction, c'est-à-dire c'est le remplissage qui aide l'éjection. Le remplissage qui aide l'éjection, c'est la précharge. La précharge, elle facilite l'augmentation de débit cardiaque, contrairement à la post-charge. Alors, apprendre par cette méthode, par exemple, la précharge, c'est une méthode, la précharge, c'est un terme, enfin, c'est-à-dire au début, on va dire c'est avant la contraction, on va faciliter la contraction. À la fin, il vient à la fin et il veut diminuer le débit cardiaque. C'est la post-charge, il diminue le débit cardiaque. La loi de Starling, c'est une loi due vraiment à la nature musculaire du cœur. Alors, elle dit que tout étirement de la fibre musculaire cardiaque va entraîner une augmentation de la contraction et de la contractilité. Et on dit que ainsi, en cas d'augmentation de volume télédiastolique, il existe une augmentation de volume d'éjection systolique. C'est-à-dire, le volume télédiastolique, c'est le volume à la fin de remplissage du cœur. C'est-à-dire, si le cœur est bien rempli, il va éjecter avec une grande force. Ça, c'est la loi de Starling.
voyez ici cette courbe de variation de la force de contraction en fonction de la longueur du sarcomère. On va observer dans les premiers instants que l'augmentation de la longueur du sarcomère va provoquer une augmentation de la force de contraction jusqu'à un pic qui va se diminuer après, c'est par la lésion du sarcomère, etc. Bon, la précharge et la loi de Franz-Darling. Alors, il en dit que la relation existante entre le degré d'étirement des cellules musculaires et la force de contraction de ces cellules, on fait que répéter, ça c'est la même chose. Alors, pour le muscle cardiaque, il joue le même rôle comme le muscle strié squelettique. Jusqu'à une certaine limite, la contraction était plus importante que que les cellules sont étirées. Et bien sûr, le volume télédiastolique sera représentatif, donc l'étirement du ventricule droit qui par un paramètre appelé la précharge. Ça, la précharge met en jeu la loi de Serling et mettre en jeu l'étirement qui va provoquer une augmentation de la contraction, alors une augmentation de débit cardiaque. Alors, en plus de ça, pourquoi enfin le volume télédiastolique va s'augmenter et va permettre d'augmentation de la précharge? C'est dû au retour veineux. Enfin, le retour veineux, il va dépendre de plusieurs paramètres qu'on va noter maintenant. Si le retour veineux est très important, alors il y a un bon remplissage du sang au niveau du cœur. Ça va impliquer enfin une augmentation de la précharge, donc une augmentation de débit cardiaque. Le cœur, ça c'est très important de connaître que le cœur c'est une pompe qu'elle va pomper autant du sang qu'il en reçoit. Si tu vas donner beaucoup du sang au cœur, alors il va donner encore beaucoup. Si tu vas bien remplir le cœur, il va donner beaucoup du sang. Et le contraste, c'est juste. C'est un volume télédiastolique très faible, alors le cœur ne pompe pas beaucoup du sang. Le retour veineux, alors, qui détermine le volume télédiastolique et donc le volume d'éjection systolique et donc la force de contraction et donc le débit cardiaque, varie en fonction de 3 paramètres. Pourquoi ça s'est passé sélectionné? J'ai sélectionné tout. Alors, le retour veineux détermine le volume télédiastolique. Il peut entraîner selon 3 facteurs. Le facteur pompe musculaire, ce mécanisme correspond à l'écrasement des veines. Le facteur pompe musculaire, c'est-à-dire c'est que les muscles squelettiques qui entourent les veines, lorsqu'ils vont se contracter, alors ils vont favoriser le retour veineux. Et ça, c'est l'écrasement des veines. C'est pour ça qu'on dit que la marche, ainsi que faire l'exercice physique, va favoriser le retour veineux. C'est par la contraction de ces muscles squelettiques qui écrasent les veines. Deuxième, c'est la pompe respiratoire. C'est par la différence de pression intrathoracique et la différence de pression, on va dire, intrathoracique et la différence de pression en intra-abdominal, elle va créer une augmentation de retour veineux dans la veine cave inférieure, comme si un respirateur qu'elle va avoir apporter le sang des parties plus inférieures à travers une différence de pression créée par cette respiration. Troisième paramètre, c'est le facteur vasoconstriction, les veineux-constriction. Les veines dans sa paroi possèdent des fibres musculaires lisses. C'est le système nerveux sympathique qui va créer cette contraction, alors cette augmentation de retour veineux. Et il faut savoir que les veines contiennent des valves. Ces valves-là, ils vont enfin permettre c'est-à-dire de constituer un retour veineux dans un seul sens. Le sang monte et ne peut pas être retombé. Alors, la post-charge. Bon. Maintenant, le deuxième paramètre, c'est la post-charge. La post-charge, c'est les forces qui s'opposent à l'éjection du sang, c'est-à-dire les forces qui gênent l'éjection du sang par le ventricule gauche. Alors, ces paramètres-là, d'autre part, la post-charge est liée aux résistances qui s'opposent à l'éjection ventriculaire. C'est la résistance artérielle périphérique parce que les artères présentent un calibre très fin et une paroi épaisse. C'est pour ça qu'elles vont présenter un problème d'éjection. Et le deuxième, c'est la compliance aortique. C'est le poids du sang présent dans l'aorte alors qu'on doit chasser ce poids pour chasser du sang. L'éjection dans un tuyau qui est vide, c'est plus facile par rapport à l'éjection dans un tuyau qui est enfin rempli. Alors, il faut comprendre que si la post-charge diminue, alors le débit cardiaque augmente. Parce qu'elles sont inversement proportionnelles. Ce sont des forces qui s'opposent. Mais si la précharge augmente, le débit cardiaque augmente.
Le troisième paramètre, c'est la contractilité. Le système sympathique agit sur les cellules ventriculaires en augmentant la force de contraction. Alors, c'est le système sympathique qui va donner cet effet positif et qui permet une contraction plus importante. La noradrénaline libérée au niveau de la synapse et ainsi dans l'adrénaline circulante, elle permet l'augmentation de volume d'éjection systolique par l'augmentation de la force de contraction. Mais le système parasympathique, c'est très important, n'agit pas sur la contraction. Il agit sur la fréquence seulement, mais pas sur la contraction. L'énervation des vaisseaux, l'énervation des muscles, etc., des muscles principalement, enfin cardiaques, c'est une énervation intrinsèque, c'est principalement le système sympathique. Le système parasympathique agit au niveau de la fréquence. Ça, c'est un schéma qui résume tout ce qu'on a dit. Alors, la régulation de débit cardiaque. Je pense qu'on va prendre notre fichier, enfin coloré. Pourquoi la... Bon, enfin, on va continuer maintenant. Alors, ce schéma-là dit que... On va parler... Alors, ici, c'est la régulation de débit cardiaque et facteur d'adaptation. Voyez, la régulation de la fréquence, c'est la variation de débit cardiaque en fonction de la fréquence. On observe, alors, lorsqu'on a une bradycardie, c'est-à-dire une fréquence inférieure à la normale, le débit cardiaque est faible. Il va s'augmenter avec une augmentation de la fréquence jusqu'à des valeurs de fréquence entre 60 et 117, on peut dire, battements par minute. Ce sont des valeurs enfin un petit peu physiologiques, c'est vraiment entre la 8 et la 14, qui sont des valeurs constantes, où le débit cardiaque est suffisant et meilleur dans ces valeurs-là. Il va diminuer alors avec une tachycardie. Alors lorsqu'on dit l'augmentation de la fréquence provoque l'augmentation de débit cardiaque, ça mettre en jeu vraiment une définition étroite. Mais pas toujours la fréquence cardiaque entraîne une augmentation de la fréquence de débit cardiaque. C'est très important de connaître ça. Ici, c'est le schéma de Guettin, c'est un schéma très important. Alors, il présente la variation de débit cardiaque par rapport à de débit du ventricule droit en fonction de la pression de l'oreillette droite. Ça, ils vont étudier deux paramètres ensemble, c'est le retour veineux droit et le débit du ventricule droit. On observe que le retour veineux droit il diminue avec augmentation de cette pression auriculaire droit. Pourquoi le retour veineux droit? Parce que enfin, le retour veineux il va se terminer au niveau de l'oreiller droit, mais si cette oreiller droit présente une pression très importante, elle va gêner le retour veineux. C'est pour ça que le retour veineux est égal à 0 à une valeur maximale de la pression égale à 7 mm de mercure. Pour le débit de ventriculaire droit, il va s'augmenter bien sûr avec une augmentation de l'oreillette droite. C'est-à-dire pourquoi? Lorsqu'on dit une pression d'oreillette droite très importante, c'est-à-dire c'est un bon remplissage. Le bon remplissage du ventricule droit donne une bonne éjection. Ça, c'est la loi de Starling qu'on a déjà parlé dans la précharge. Alors, le système nerveux sympathique et parasympathique agit sur la contractilité du cœur. La précharge dépend du retour veineux. Présenté, on a déjà parlé des facteurs qui déterminent le retour veineux, c'est très important d'apprendre. Et la systole auriculaire. La postcharge, c'est la résistance artérielle, alors qu'elle gêne l'éjection. Maintenant, les variations physiologiques du débit cardiaque. Bien sûr, les débits cardiaques. Pourquoi ce débit cardiaque varie entre les personnes? C'est l'âge. Bien sûr, l'âge. Elle diminue régulièrement avec l'âge, avec une valeur de 0,25 litres par minute chaque 10 ans. La personne présente une baisse de 0,25 litres par minute de son débit. Selon le sexe, le débit cardiaque est plus important chez l'homme par rapport à la femme, mais l'index cardiaque est constant. On a déjà parlé que l'index cardiaque est constant chez tous les individus, quel que soit âgés, adolescents, etc. C'est constant. La digestion, le débit cardiaque augmente dans le tractus digestif par 30%. C'est pour donner une distribution suffisante au tractus pour apporter les nutriments. Selon la grossesse, c'est une variation de la volumétrie, le rôle de la placenta et les modifications de la pression intrathoracique qu'elle mettent en jeu ce débit cardiaque chez une femme enceinte. Durant les premiers mois jusqu'à la 27e semaine, il y a une augmentation de débit cardiaque. Elle va diminuer après jusqu'à l'accouchement. Les variations thermiques, la chaleur et l'hypothermie
elle va jouer encore, compromettre le débit cardiaque. Pourquoi? La chaleur, c'est une dilatation vénulaire, la chaleur va donner une dilatation. On dit ça, c'est la dilation, pour éliminer le surplus de la chaleur, il y a l'effet de système parasympathique qui permet d'augmentation de calibre. Si on va augmenter le calibre, alors la résistance diminue et le débit cardiaque augmente. L'hypothermie, c'est-à-dire le froid, l'hypothermie qui est le froid, enfin, il va déterminer c'est la contraire, c'est l'activation du système sympathique, augmentation de la contractilité myocardique ainsi que la diminution de calibre, augmentation de la résistance, alors diminution du débit cardiaque. Selon le changement de la position, on a parlé de l'orthostatisme, c'est une baisse parce que c'est la fréquence cardiaque, c'est la pression artérielle qu'elle va baisser, c'est un problème de retour veineux. La baisse de la transition d'une position allongée à une position debout va mettre en jeu le retour veineux, alors elle va permettre de modifier le débit cardiaque. Selon l'altitude, lorsqu'on est dans une altitude très élevée, alors c'est un cas d'hypoxie, alors elle va induire une hyperventilation avec une augmentation de débit cardiaque afin de bien oxygéner les tissus. Les variations durant l'effort physique, c'est très important. Bien sûr, le débit cardiaque doit être plus important. Il va s'augmenter à 4 à 5 fois par rapport à l'état normal. L'effort physique, elle va mettre en jeu les systèmes nerveux, la contraction cardiaque, le volume d'éjection systolique, le retour veineux. Il va jouer presque sur tous les paramètres. Enfin, ce sont des valeurs. Lorsqu'on va stimuler le système sympathique, il va augmenter la fréquence, c'est le chronotrope positif, l'innotropisme, ainsi que la vasoconstriction. Elle va entraîner une augmentation du débit cardiaque. Bien sûr, le parasympathique, elle va jouer le contraire. La diminution de la post-charge encore augmente le débit cardiaque. L'adaptation à l'effort par diminution de la post-charge, parce qu'on va dilater les vaisseaux. L'augmentation de la pré-charge, parce que le volume télédiastolique, alors il va s'augmenter. L'innotropisme, c'est le sympathique, à travers encore les catécholamines. Et l'augmentation de la fréquence, elle va donner une augmentation de débit cardiaque au cours de l'exercice physique. Pour augmenter le débit sanguin de muscles, il est possible de 2 effets. Soit on va augmenter le débit cardiaque total, soit on va distribuer le sang vers les zones actives. Par exemple, lorsqu'on fait du sport, le sang, elle va gagner principalement les membres supérieurs et inférieurs, plus important par rapport les muscles du tract digestif. On va bien perfuser les muscles impliqués, on va diminuer la perfusion des autres muscles. C'est un autre mécanisme qui permet de donner une adaptation à l'effort. Bon, maintenant, l'augmentation de l'extraction de l'oxygène par le muscle. On va, bien sûr, au repos, le muscle il va prélever une partie de l'oxygène présente dans le sang artériel. Bien sûr, la différence artério-veineuse présente dans cette extraction, à l'effort où le muscle accroît son extraction sanguine en oxygène parce qu'il doit apporter plus d'oxygène pour l'effet. Et ce phénomène sera bien amélioré par un entraînement physique régulier. Et ça, c'est l'exemple. Si on va, par exemple, prendre le point C dans le schéma de Guiton, on observe que le point C correspond à une valeur de retour veineux droit très important, très élevé par rapport au normal, qui est la courbe, et un débit de ventricule droit, alors il est moins important, par exemple, parce qu'il est un point, on ne va pas atteindre le point 0, ça. Et c'est pour ça que c'est une situation d'exercice physique où le retour de ventriculaire droit, au cours de l'exercice physique, le retour veineux droit augmente ainsi que le débit de ventricule droit augmente. Bon, maintenant, les variations au cours d'autres situations. Le débit cardiaque augmente au cours d'états d'anxiété et du stress. C'est la mise en jeu du système hormonal et ainsi les catécholamines impliquées.